Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast La Geste d'Orlan. Lecture Alfred de Musset, La confession d'un enfant du siècle. Pour écrire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vécu. Aussi n'est-ce pas la mienne que j'écris. Mais de même qu'un blessé atteint de la gangrène s'en va dans un amphithéâtre se faire couper un membre pourri, et le professeur qui l'ampute couvrant d'un linge blanc le membre séparé du corps le fait circuler de main en main par tout l'amphithéâtre pour que les élèves l'examinent, de même, lorsqu'un certain temps de l'existence d'un homme, et pour ainsi dire un des membres de sa vie a été blessé et gangréné par une maladie morale, il peut couper cette portion de lui-même, la retrancher du reste de sa vie, et la faire circuler sur la place publique, afin que les gens du même âge palpent et jugent la maladie. Ainsi, ayant été atteint dans la première fleur de la jeunesse d'une maladie morale abominable, je raconte ce qui m'est arrivé pendant 3 ans. Si j'étais seul malade, je n'en dirais rien. Mais comme il y en a beaucoup d'autres que moi qui souffrent du même mal, j'écris pour ceux-là sans trop savoir s'ils y feront attention. Car dans le cas où personne n'y prendrait garde, j'aurais encore retiré ce fruit de mes paroles de m'être mieux guéri moi-même. Comme le renard pris au piège, j'aurais rongé mon pied captif. J'ai à raconter à quelle occasion je fus pris d'abord de la maladie du siècle. J'étais à table, à un grand souper après une mascarade. Autour de moi, mes amis richement costumés, de tous côtés des jeunes gens et des femmes, tous étincelants de beauté et de joie. À droite et à gauche, des mets exquis, des flacons, des lustres, des fleurs. Au-dessus de ma tête, un orchestre bruyant, et en face de moi, ma maîtresse, créature superbe que j'idolâtrais. J'avais alors 19 ans. Je n'avais éprouvé aucun malheur ni aucune maladie. J'étais d'un caractère à la fois hautain et ouvert, avec toutes les espérances et un cœur débordant. Les vapeurs du vin fermentaient dans mes veines. C'était un de ces moments d'ivresse où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend vous parle de la bien-aimée. La nature entière paraît alors comme une pierre précieuse à 1000 facettes sur laquelle est gravé le nom mystérieux. On embrasserait volontiers tous ceux qu'on voit sourire, et on se sent le frère de tout ce qui existe. Ma maîtresse m'avait donné rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me baissai pour la ramasser, et ne la trouvant pas d'abord, je soulevai la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors sous la table le pied de ma maîtresse, qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Leurs jambes étaient croisées et entrelacées, et il les resserrait doucement de temps en temps. Je me relevai parfaitement calme, demandai une autre fourchette et continuai à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient de leur côté très tranquilles aussi, se parlant à peine et ne se regardant pas. Le jeune homme avait les coudes sur la table et plaisantait avec une autre femme qui lui montrait son collier et ses bracelets. Ma maîtresse était immobile, les yeux fixes et noyés de langueur. Je les observai tous deux tant que dura le repas, et je ne vis ni dans leurs gestes ni sur leur visage rien qui pût les trahir. À la fin, lorsqu'on fut au dessert, je fis glisser ma serviette à terre, et m'étant baissé de nouveau, je les retrouvai dans la même position, étroitement liés l'un à l'autre. J'avais promis à ma maîtresse de la ramener ce soir-là chez elle. Elle était veuve, et par conséquent fort libre, au moyen d'un vieux parent qui l'accompagnait et lui servait de chaperon. Comme je traversais le péristyle, elle m'appela. « Allons, Octave, me dit-elle. Partons, me voilà. » Je me mis à rire et sortis sans répondre. Au bout de quelques pas, je m'assis sur une borne. Je ne sais à quoi je pensais. J'étais comme abruti et devenu idiot par l'infidélité de cette femme dont je n'avais jamais été jaloux, et sur laquelle je n'avais jamais conçu un soupçon. Ce que je venais de voir ne me laissait aucun doute. Je demeurais comme étourdi d'un coup de massue et ne me rappelle rien de ce qui s'opéra en moi durant le temps que je restais sur cette borne, sinon que regardant machinalement le ciel et voyant une étoile filer, je saluais cette apparence fugitive où les poètes voient un monde détruit et lui ôtaient gravement mon chapeau. Je rentrais chez moi tranquillement, n'éprouvant rien, ne sentant rien, et comme privé de réflexion. Je commençai à me déshabiller et me mis au lit. Mais à peine eus-je posé la tête sur le chevet que les esprits de la vengeance me saisirent avec une telle force que
Je me redressai tout à coup contre la muraille, comme si tous les muscles de mon corps fussent devenus de bois. Je descendis de mon lit en criant, les bras étendus, ne pouvant marcher que sur les talons, tant les nerfs de mes orteils étaient crispés. Je passai ainsi près d'1 heure, complètement fou et raide comme un squelette. Ce fut le premier accès de colère que j'éprouvai. L'homme que j'avais surpris auprès de ma maîtresse était un de mes amis les plus intimes. J'allai chez lui le lendemain, accompagné d'un jeune avocat nommé Desgenais. Nous prîmes des pistolets, un autre témoin, et fûmes au bois de Vincennes. Pendant toute la route, j'évitais de parler à mon adversaire et même de l'approcher. Je résistais ainsi à l'envie que j'avais de le frapper ou de l'insulter. Ces sortes de violences étaient toujours hideuses et inutiles du moment que la loi permet le combat en règle. Mais je ne pus me défendre d'avoir les yeux fixés sur lui. C'était un de mes camarades d'enfance, et il y avait eu entre nous un échange perpétuel de services depuis nombre d'années. Il connaissait parfaitement mon amour pour ma maîtresse et m'avait même plusieurs fois fait entendre clairement que ces sortes de liens étaient sacrés pour un ami, et qu'il serait incapable de chercher à me supplanter quand même il aimerait la même femme que moi. Enfin, j'avais toutes sortes de confiance en lui et je n'avais peut-être jamais serré la main d'une créature humaine plus cordialement que la sienne. Je regardais curieusement, avidement, cet homme que j'avais entendu parler de l'amitié comme un héros de l'Antiquité, que je venais de voir caressant ma maîtresse. C'était la première fois de ma vie que je voyais un monstre. Je le toisais d'un œil hagard pour observer comment il était fait. Lui, que j'avais connu à l'âge de 10 ans, avec qui j'avais vécu jour par jour dans la plus parfaite et la plus étroite amitié, il me semblait que je ne l'avais jamais vu. Je me servirai ici d'une comparaison. Il y a une pièce espagnole, connue de tout le monde, dans laquelle une statue de pierre vient souper chez un débauché, envoyé par la justice céleste. Le débauché fait bonne contenance et s'efforce de paraître indifférent. Mais la statue lui demande de lui donner la main, et dès qu'il la lui a donnée, l'homme se sent pris d'un froid mortel et tombe en convulsions. Or, toutes les fois que durant ma vie il m'est arrivé d'avoir cru pendant longtemps avec confiance, soit à un ami, soit à une maîtresse, et de découvrir tout à coup que j'étais trompé, je ne puis rendre l'effet que cette découverte a produit sur moi qu'en le comparant à la poignée de main de la statue. C'était véritablement l'impression du marbre, comme si la réalité dans toute sa mortelle froideur me glaçait d'un baiser. C'est le toucher de l'homme de pierre. Hélas, l'affreux convive a frappé plus d'une fois à ma porte, plus d'une fois nous avons soupé ensemble. Cependant, les arrangements faits, nous nous mîmes en ligne, mon adversaire et moi, avançant lentement l'un sur l'autre. Il tira le premier et me fracassa le bras droit. Je pris aussitôt mon pistolet de l'autre main, mais je ne pus le soulever, la force me manquant, et je tombai sur un genou. Alors je vis mon ennemi s'avancer précipitamment, d'un air inquiet et le visage très pâle. Les témoins accoururent en même temps, voyant que j'étais blessé, mais il les écarta et me prit la main dans mon bras malade. Il avait les dents serrées et ne pouvait parler. Je vis son angoisse. Il souffrait du plus affreux mal que l'homme puisse éprouver. « Va-t'en » lui criai-je. « Va-t'en t'essuyer au drap de tu sais qui. » Il suffoquait, et moi aussi. On me mit dans un fiacre où je trouvai un médecin. La blessure ne se trouva pas dangereuse, la balle n'ayant point touché l'os. Mais j'étais dans un tel état d'excitation qu'il fut impossible de me penser sur le champ. Au moment où le fiacre partait, je vis à la portière une main tremblante. C'était mon adversaire qui revenait encore. Je secouai la tête pour toute réponse. J'étais dans une telle rage que j'aurais vainement fait un effort pour lui pardonner, tout en sentant bien que son repentir était sincère. Arrivé chez moi, le sang qui coulait abondamment de mon bras me soulagea beaucoup, car la faiblesse me délivra de ma colère qui me faisait plus de mal que ma blessure. Je me couchai avec délice, et je crois que je n'ai jamais rien bu de plus agréable que le premier verre d'eau qu'on me donna. Étant mis au lit, la fièvre me prit. Ce fut alors que le fantôme de ma belle et adorée maîtresse était venu se pencher sur moi. Je commençai à verser des larmes. Ce que je ne pouvais concevoir, ce n'était pas qu'elle eût cessé de m'aimer, mais c'était qu'elle m'eût trompé.
Je ne comprenais pas par quelle raison une femme qui n'est forcée ni par le devoir ni par l'intérêt peut mentir à un homme lorsqu'elle en aime un autre. Je demandais 20 fois par jour à déjeuner comment cela était possible. Si j'étais son mari, disais-je, ou si je la payais, je concevrais qu'elle me trompât. Mais pourquoi? Pourquoi, si elle ne m'aimait plus, ne pas me le dire? Pourquoi me tromper? Je ne concevais pas qu'on pût mentir en amour. J'étais un enfant alors, et j'avoue qu'à présent je ne le comprends pas encore. Toutes les fois que je suis devenu amoureux d'une femme, je le lui ai dit. Et toutes les fois que j'ai cessé d'aimer une femme, je le lui ai dit de même avec la même sincérité, ayant toujours pensé que sur cette sorte de choses, nous ne pouvons rien par notre volonté et qu'il n'y a de crime qu'au mensonge. Desgenais, à tout ce que je disais, me répondait « C'est une misérable. Promettez-moi de ne plus la voir. » Je le lui jurai solennellement. Il me conseilla en outre de ne lui point écrire, même pour lui faire des reproches, et, si elle m'écrivait, de ne pas lui répondre. Je lui promis tout ça, presque étonné qu'il me le demandât, et indigné de ce qu'il pouvait supposer le contraire. Cependant, la première chose que je fis, dès que je pus me lever et sortir de la chambre, fut de courir chez ma maîtresse. Je la trouvai seule, assise sur une chaise dans un coin de sa chambre, le visage abattu et dans le plus grand désordre. Je l'accablais des plus violents reproches. J'étais ivre de désespoir. Je criais à faire retentir toute la maison, et en même temps les larmes me coupaient parfois la parole si violemment que je tombais sur le lit pour leur donner un libre cours. Ah, infidèle, ah, malheureuse, lui disais-je en pleurant, tu sais que j'en mourrais. Cela te fait-il donc plaisir? Que t'ai-je fait? Elle se jeta à mon cou, me dit qu'elle avait été séduite, entraînée, que mon rival l'avait enivrée dans ce fatal souper, mais qu'elle n'avait jamais été à lui, qu'elle s'était abandonnée à un moment d'oubli, qu'elle avait commis une faute, mais non pas un crime. Enfin, qu'elle voyait bien tout le mal qu'elle m'avait fait, mais que si je ne la reprenais, elle en mourrait aussi. Tout ce que le repentir sincère a de larmes, tout ce que la douleur a d'éloquence, elle l'épuisa pour me consoler. Pâle et égarée, sa robe entr'ouverte, ses cheveux épars sur ses épaules, à genoux, au milieu de la chambre, jamais je ne l'ai vue si belle, et je frémissais d'horreur pendant que tous mes sens se soulevaient à ce spectacle. Je sortis brisé, n'y voyant plus et pouvant à peine me souvenir. Je ne voulais jamais la revoir, mais au bout d'un quart d'heure j'y retournai. Je ne sais quelle force désespérée m'y poussait. J'avais comme une sourde envie de la posséder encore une fois, de boire sur son corps magnifique toutes ces larmes amères et de nous tuer après tous les deux. Enfin, je l'aborais et je l'idolâtrais. Je sentais que son amour était ma perte, mais que vivre sans elle était impossible. Je montais chez elle comme un éclair, je ne parlais à aucun domestique, j'entrais tout droit, connaissant la maison, je poussai la porte de sa chambre. Je la trouvai assise devant sa toilette, immobile et couverte de pierreries. Sa femme de chambre la coiffait. Elle tenait à la main un morceau de crêpe rouge qu'elle passait légèrement sur ses joues. Je crus faire un rêve. Il me paraissait impossible que ce fût là cette femme que je venais de voir il y avait un quart d'heure, noyée de douleur et étendue sur le carreau. Je restai comme une statue. Elle, entendant sa porte s'ouvrir, tourna la tête en souriant. « Est-ce vous » dit-elle. Elle allait au bal et attendait mon rival qui devait l'y conduire. Elle me reconnut, serra ses lèvres et fronça le sourcil.